Ok, eh ben, bienvenue à toutes et tous. On va lancer cette soirée sur les intelligences artificielles. Très content de voir cet amphi de 400 places bien rempli pour cette soirée, consacrée donc à un sujet qui est brûlant, hein, d'actualité, puisque en plus c'est un sujet qui évolue en permanence, donc les intelligences artificielles génératives, et notamment leur impact sur l'économie. Mais bon, vous verrez, je ne vais pas dévoiler le contenu de la conférence qui sera, j'en doute pas, de qualité. Alors, en tant que directeur de la communication de l'université, je suis très content de vous voir ce soir. Juste vous rappeler qu'on a tout au long de l'année de nombreux événements qui sont en accès libre et gratuit, comme ce soir, et qui sont sur des sujets divers et variés. Beaucoup de sujets qui portent sur les travaux des équipes de recherche de l'université. Donc évidemment, beaucoup de sujets autour de la biodiversité, de l'environnement. Demain soir, on aura par exemple le premier épisode de la 5e saison des ciné-débats empreintes sur la biodiversité calédonienne. Cette saison, ce sera spécifiquement sur l'océan. On a 7 dates de programmées sur 2024 sur ces ciné-débats environnement. Et tout au long de l'année, en fait, en gros, on a plus d'une centaine d'événements sur plein de sujets différents. Ça peut être aussi des expositions que vous pouvez aller voir à la bibliothèque universitaire, parce que la bibliothèque universitaire est aussi une bibliothèque publique à laquelle vous avez accès. Et donc, voilà, des ciné-débats, des projections. On va avoir un campus artistique aussi cette semaine sur le campus. Donc voilà, beaucoup d'événements dans le cadre des saisons culturelles et puis dans le cadre aussi de la mission de diffusion de la culture scientifique de l'université, puisque c'est une de nos missions, bien sûr, c'est l'enseignement supérieur, la recherche, mais aussi la diffusion des connaissances autour de nous et donc en particulier sur la Nouvelle-Calédonie. Donc très heureux de vous accueillir pour cette conférence en partenariat avec la CCI. Et donc je vais laisser la parole, avant de vous présenter notre conférencier, je vais laisser la parole à nos partenaires du soir, la CCI, avec lesquels, grâce auxquels on a ce conférencier et on a pu donc justement monter cette conférence. Voilà, merci. Et puis je laisse la parole à la CCI. Merci. Donc bonsoir à tous, je suis Céline Cardino, je suis en charge de monter des formations professionnelles pour la Chambre de commerce et d'industrie et en particulier à destination des entreprises. Donc c'est dans ce cadre-là que nous recherchons les meilleurs intervenants en fonction des thématiques qu'on souhaite. Et puis depuis 2 ans, on essaye en particulier d'adresser la cible cadres et dirigeants dans le cadre de tout un programme de formation qu'on a intitulé CCI Executive Education. Et pour leur apporter des visions différentes des différents sujets, apporter une strate plutôt, des enseignements plutôt stratégiques sur les fondamentaux dans certains cas et permettre à l'ensemble des dirigeants calédoniens de bénéficier eux aussi des meilleures formations. Donc Christophe est arrivé ici la semaine dernière. Il forme une vingtaine de cadres calédoniens sur ces thématiques-là. Et on est ravis de pouvoir en faire profiter le plus grand nombre, puisque vous êtes 200. J'ajouterai que je suis très impressionnée par le fait que l'auditoire va de 11 ans à 80 ans. Donc, voilà. Merci et bonne soirée. Merci. Eh bien, on ne va pas prendre plus de temps. Hein. On va écouter tout de suite la star de la soirée, hein, Christophe Legrenzi, alors qui est ingénieur en informatique de gestion et en informatique industrielle Polytech, docteur en sciences de gestion IAE-CNRS et docteur en commerce international de l'International School of Management. Et il est professeur associé à l'école des mines ParisTech et conseiller du commerce extérieur de la France et enfin, auditeur certifié CISA, CGEIT et analyse de la valeur. Donc voilà, on a quelqu'un qui est vraiment solide, je pense, sur ce qu'il va nous présenter ce soir, donc ces fameuses IA génératives. Je ne vous fais pas plus patienter et je vous demande d'accueillir Christophe Legrenzi. Merci. Merci Sylvain. Mais écoutez, bonsoir et merci d'être aussi nombreux sur
Sujet qui, vous le verrez, risque de changer votre vie. Alors, qui a déjà utilisé ChatGPT là dans la salle? Ah bah ça va, vous connaissez tout alors. Qui sait ce qu'est l'IA générative? À 11 ans, bravo. Il faut qu'on discute ensemble là, tout à l'heure. IA générative alors? Ah. Intelligence artificielle? Bon, ben c'est bien, vous n'êtes pas venu pour rien alors. Alors, sans plus tarder, il y a clairement un avant et un après. Le 30 novembre 2022, ChatGPT est arrivé, est rentré dans nos vies. Pourquoi c'est un phénomène? Eh bien, tout simplement parce que jamais un outil n'a été plébiscité par autant de personnes en aussi peu de temps. Pour vous donner juste un chiffre, ChatGPT a été utilisé au bout de 5 jours par 1 million de personnes. Si je prends l'exemple de Twitter, ou X aujourd'hui, il a fallu près de 2 ans pour atteindre 1 million de personnes. Au bout d'un mois, il y avait déjà 100 millions d'utilisateurs. On n'a jamais vu ça de tout le monde, économique, historique, etc. Alors, quel est le phénomène? Déjà, si on voit, et on en croit le plus grand expert d'intelligence artificielle chinois, Kai-Fu Lee, il dit c'est la plus grande mutation de l'histoire qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Vous trouverez pléthore aujourd'hui d'articles sur le sujet. Mais que faut-il retenir déjà à ce stade? C'est qu'on a réussi pour la première fois un exploit, et qui est un exploit qui fera date, puisque ce qu'il faut retenir, c'est la maîtrise du langage humain. Évidemment, en intelligence artificielle, on avait déjà des tentatives, on avait aussi des outils. Mais jamais on n'avait réussi à maîtriser le langage à ce niveau. Et on va voir que ChatGPT est juste l'arbre qui cache la forêt. Alors évidemment, des articles, vous en trouverez tous les jours dans les journaux économiques. J'ai pris là les Échos. L'IA, promesse d'un tsunami économique et politique. Haute titre, alors ça vient ni plus ni moins que d'une administratrice de la Commission européenne qui dit l'intelligence artificielle touchera 60% des emplois dans les économies avancées, selon le FMI. Alors, sans plus tarder, je vais laisser à ma chère assistante, Katia, j'insiste sur son prénom, tout simplement vous saluer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence unique sur les fabuleuses opportunités de l'intelligence artificielle générative. Au cours de celle-ci, nous plongerons au cœur des fondements de l'intelligence artificielle, en particulier dans le domaine fascinant de l'IA générative. Ensemble, nous ouvrirons de nouveaux horizons et explorerons les possibilités révolutionnaires qu'elle offre pour les entreprises publiques et privées de Nouvelle-Calédonie. À l'issue de cette intervention, je suis convaincu que vous aurez appréhendé l'ampleur du changement imminent pour nos économies, métiers et organisations. Bonne conférence à toutes et à tous. À toi de jouer, Christophe. Merci, Katia. Alors, pour la petite histoire, évidemment, vous aurez compris que c'est un avatar, que Katia n'existe pas. Elle n'a pas de salaire. La vidéo nous a pris à peu près 10 à 15 minutes à la faire, et vous voyez, même à l'adapter au contexte de cette belle université qui nous accueille aujourd'hui. Et ça a coûté l'équivalent de, on va le dire, l'équivalent de 200, 300 francs CFP. Donc, c'est-à-dire quasiment rien. Donc, le phénomène de l'IA générative, il est là. Non seulement on va avoir des outils phénoménaux à disposition, mais en plus, on va démocratiser ce qui avant était compliqué, voire complexe, et coûtait très cher. Alors, pour ce soir, 8 parties. D'abord, d'expliquer qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle, plus particulièrement l'IA générative. Et puis, on va expliquer toute l'évolution qu'on a eue en 18 mois. De ChatGPT, la version qui est sortie, 3.5, qui est toujours gratuite d'ailleurs, jusqu'à la version d'aujourd'hui, turbo ou multimodal. On va regarder tout de suite les cas d'usage et pourquoi ça va changer potentiellement nos vies. Et puis surtout, je
Je vous disais que ChatGPT, c'est l'arbre qui cache la forêt, mais tout simplement parce que des chercheurs ont travaillé sur la technologie sous-jacente de ChatGPT, qu'on verra ensemble, et ont commencé à développer des agents intelligents, voire même des hordes d'agents intelligents qu'on appelle les multi-agents ou les multi-GPT. Et vous verrez que c'est vraiment bluffant ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Donc forcément, je vous donnerai des exemples de mise en œuvre d'entreprises. Il y a aussi des enjeux nouveaux, d'éthique, de transparence, de souveraineté. Et ensuite, forcément, on va être obligé ensemble de se projeter pour savoir qu'est-ce qui nous attend demain. Parce que vous allez voir que ces derniers mois, on a assisté à une accélération sans précédent dans l'évolution justement des techniques d'IA générative. Alors déjà, qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Honnêtement, c'est assez simple à définir. On dit que c'est finalement la capacité d'une machine à être capable de résoudre des problèmes qui étaient dévolus principalement aux humains. Et à les résoudre. C'est ça un peu l'intelligence artificielle. Des fois, on rajoute évidemment aux animaux qui ont aussi une certaine logique et une certaine intelligence. Et dans l'IA, il y a clairement deux façons de l'approcher. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'IA faible. Alors l'IA faible ou l'IA restreinte, elle porte finalement mal son nom. Parce que c'est cette IA-là qui est capable, en 1997, vous en avez entendu parler, de battre le champion du monde d'échecs. C'était le fameux ordinateur d'IBM, Deep Blue, qui va battre Garry Kasparov. Alors en 1996, il avait quand même perdu contre le champion du monde, et puis là, sur 6 parties, il a fait 3,5 points à 2,5 points, il a gagné légèrement, mais il a gagné. Évidemment, IBM en a fait toute une histoire. Mais pourquoi on parle d'IA faible ou restreinte ? C'est tout simplement parce que cette même IA est incapable de jouer aux dames. Elle n'arrive pas à distinguer sa main droite de sa main gauche. Donc c'est ce qu'on appelle des IA spécialisées. Et donc le concept même d'IA forte, alors vous allez voir qu'on va bientôt confondre IA générative avec IAG pour général, et bien l'IA forte, qu'on assimile à l'IA générale, c'est l'intelligence qui véritablement est capable de battre à plat de couture, nous humains, sur quasiment tous les domaines sur lesquels on peut être amené à réfléchir, à raisonner. Eh bien, très clairement, il y a 12-18 mois, tous les gourous de l'intelligence artificielle annonçaient clairement que l'IA générale est tout simplement un fantasme, que jamais un ordinateur n'arriverait à prendre les capacités d'un humain. Ponctuellement, oui, ça c'est clair, mais de maîtriser tout le savoir humain, toute sa capacité, la réponse est clairement non. Quelqu'un, par exemple, comme Luc Julia, qui est quelqu'un d'assez célèbre, vous en avez sans doute entendu parler, ça a été un des fondateurs de Siri, le système que vous avez sous Apple, de reconnaissance vocale, qui a été à la tête de la recherche de Samsung, c'est pas n'importe quoi, puis là, il vient de rejoindre le groupe Renault, comme patron de la R&D. Il a même commis un ouvrage qui s'appelle « L'intelligence artificielle n'existe pas ». Tout simplement pour dire au monde entier, l'IA, attention, l'IA générale, c'est un fantasme. Alors Kurzweil, qui est une des têtes pensantes de Google sur le sujet, spécialiste aussi du transhumanisme, dit qu'en gros, l'IA générale, on la verra, mais à l'horizon 2050. Donc voilà, on a le temps. Alors que faut-il savoir quand on parle d'intelligence artificielle ? En gros, la naissance, c'est 1956, conférence de Dartmouth. Évidemment, il y avait des réflexions, il y avait déjà des travaux précédemment. Mais le terme a véritablement été institutionnalisé en 1956. Et là, deux mouvements qui vont s'affronter, mais qui vont aussi se rencontrer, discuter, les symboliques d'un côté et les connexionnistes de l'autre. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a déjà entendu parler de ça ? Des symboliques, levez la main. Qui n'a pas compris la question ? Les connexionnistes, ça vous dit rien ? C'est normal. Alors les symboliques, ce sont des gens prétentieux qui pensaient pouvoir modéliser le raisonnement humain
à coup d'algorithmes, à coup de ce qu'on va appeler de raisonnement logique, analytique. Alors, ils ont développé des choses. Alors, je parle à eux à la troisième personne, mais je ne vous cache pas que moi-même, jeune ingénieur en informatique de gestion, en informatique industrielle, je me vouais à une thèse en intelligence artificielle. Et j'étais clairement un symbolique. Alors, les symboliques, qu'est-ce qu'ils ont créé? Des moteurs de règles, des systèmes experts. Comment ça fonctionne? C'est pas très compliqué. En fait, on va voir un expert et on essaie d'appréhender sa connaissance et surtout sa logique de décision. Qui, en fonction d'un certain cas, si c'est blanc, je vais faire ça, si c'est noir, je fais ça, si c'est rouge, je fais ça, ou je fais rien. Vous voyez, en fait, on essaye, comme dans une logique, un peu de logigramme, de regarder tous les cas possibles et d'essayer de suivre son raisonnement. C'est ça qui donne un système expert. Ça a donné des résultats intéressants, mais vous allez voir que la pensée, malheureusement symbolique, s'arrête sur le fait qu'elle est très carrée. Quand je dis très, c'est même trop carré. Dès que vous êtes dans une zone grise et autres, vous allez voir que les systèmes partent en vrille. Alors il y a bien eu de la logique floue qui a un peu été utilisée, ce qu'on appelle la logique probabiliste, mais on s'est plus ou moins arrêté là. Et quand je vous dis que les symboliques regardaient de haut les connexionnistes, pourquoi? Parce que les connexionnistes, ils étaient très modestes. C'était des gens qui se disaient, tiens, on va observer une image, et sur cette image, on va essayer d'identifier, par exemple, une lettre, ou alors un rond. Et ils étaient heureux quand ils reconnaissaient un rond ou une lettre. Pensez bien que les symboliques les regardaient de haut, parce que d'une part, on ne trouvait pas ça très malin, et en plus, ça consommait énormément de puissance de calcul. Et on se disait, tout ça pour ça. Alors, il arrivait que sur une photo, ils identifiaient, en la débruitant, une forme de rond, 2 triangles sur les ronds, vous allez me voir venir, des traits de part et d'autre, et là, ils sont tout heureux, ils ont reconnu un chat. Parce qu'un gamin de 2 ans, vous lui dites une fois, ça c'est un chat, il reconnaîtra sa vie entière un chat. J'ose pas vous dire combien de temps ça leur a pris pour reconnaître un chat sur une photo. Le problème de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les connexionnistes qui ont gagné. Pas les symboliques, pas les arrogants, qui souvent étaient plus forts en thème, en mathématiques, etc. Parce que les connexionnistes ont développé des outils remarquables, comme le machine learning. Alors on va en parler un tout petit peu. Le machine learning, c'est permettre, par rapport à un phénomène quel qu'il soit, tiens, je veux prévoir mes ventes ou le nombre d'étudiants qu'il y aura à l'UNC dans les 2 ans qui viennent, eh bien, sur la base d'historique, sur la base d'un certain nombre de facteurs, ça peut être l'immigration, ça peut être des fois la météo, ça peut être que sais-je, eh bien, on va pouvoir établir des corrélations, quelque part, entre un nombre d'étudiants et, quelque part, ces facteurs-là. C'est le principe un peu du machine learning. Et on laisse, quelque part, la machine, sur des études de corrélation, c'est très probabilistique, eh bien, regarder quels sont les facteurs qui sont les plus influents. Très sympa. Mais alors, ce qui est beaucoup plus impressionnant, c'est le deep learning. Parce que dans le deep learning, on va laisser quelque part la machine décider. C'est-à-dire, sur la base de beaucoup de données, je vais vous donner des exemples dans un instant, eh bien, elle va elle-même essayer de comprendre ce qui caractérise un phénomène qu'on souhaite maîtriser. Et ça, vous allez voir, c'est assez bluffant. Et pour tout vous dire, récemment, je donnais une conférence, et j'avais un collègue qui était, tout comme moi, d'obédience symbolique. Eh bien, à la fin, il m'a dit, Christophe, soyons clairs, les connexionnistes nous ont humiliés. Et oui, ils nous ont humiliés, parce que quand on regarde aujourd'hui ce qu'on est capable de faire avec l'IA générative, ça dépasse l'entendement. C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, il y a aussi une approche un peu plus marginaliste, que l'on en trouve toujours, qui est l'approche comportementaliste. C'est d'expliquer un certain nombre de comportements, de réactions, basés aussi sur la créativité, l'émotivité, etc.
Mouvement très intéressant qui va bientôt compléter les approches connexionnistes. Mais vous allez voir pourquoi je vous explique ces deux approches historiques. Ce n'est pas pour de la culture générale, c'est parce qu'aujourd'hui, les modèles connexionnistes sont absolument extraordinaires, mais il y a un problème de traçabilité et d'explicabilité. Et donc, ce qu'on va observer dans les semaines, les mois qui viennent, c'est un rapprochement des symboliques et des connexionnistes. Et c'est ça qui va, je pense, rassurer beaucoup de monde. Alors aujourd'hui, c'est un marché en pleine croissance. Si aujourd'hui vous cherchez du travail, dans l'intelligence artificielle, vous en trouverez, il n'y a pas de doute. Pour vous donner un seul chiffre, les investissements vont doubler dans les 2 années qui viennent. Donc c'est monstrueux. Il n'y a pas un domaine où on va investir autant que sur l'intelligence artificielle. La France, elle se positionne plutôt très bien sur les fondamentaux, sur les aspects conceptuels théoriques. Pourquoi ? Parce qu'on a une école mathématique hors norme, il faut le dire. On fait partie des 3 premières puissances, entre guillemets, mathématiques, si on prend les médailles Fields et autres. Et il est clair que, quand même, pour maîtriser les sous-jacents de ce que l'on va voir, de l'IA et de l'IA générative, il y a besoin de personnes particulièrement capées sur le plan conceptuel et théorique mathématique. On a de nombreuses équipes de recherche, plus de 250. On a près de 300 startups, 5000 chercheurs. C'est une vraie force de frappe qui aujourd'hui est plutôt reconnue dans le monde, avec des exemples. Vous avez peut-être entendu parler de ces fameuses Mistral qui développent des outils d'IA générative qui aujourd'hui n'ont rien à envier à ce que les Américains font. Alors justement, qu'est-ce que l'IA générative ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une branche de l'intelligence artificielle qui, à la base, part de nombreuses données. Alors ça, c'est propre au machine learning et au deep learning. Il n'y aura pas de machine learning et deep learning si vous n'avez pas des tonnes d'informations et de documents. Et ces informations sont sous toutes les formes. Alphanumériques, donc textuelles. Elles peuvent être sous forme d'images, de sons, de vidéos. Tout ça, on le fait passer au travers, et c'est là où tout se joue, ce qu'on appelle des réseaux de neurones. Et en particulier, c'est là où le fameux deep learning prend tout son sens. Et donc, on va avoir des algorithmes qui vont permettre, on va prendre un exemple dans un instant, au travers d'un fonctionnement, c'est-à-dire par couche, d'arriver à comprendre peu à peu ce qu'il y a dans une image, ce qu'il y a aussi dans une langue, si on amène des textes. Et pourquoi on l'appelle générative ? Parce que ce qui sort, en fait, de ce mécanisme-là, ce sont des données sous une forme que finalement un humain aurait pu générer. C'est-à-dire, ça peut être un texte, un résumé, ça peut être une image, ça peut être aussi une musique. Alors, si on prend un exemple, je veux reconnaître un chat. Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois, à la base, donner des milliers, pour ne pas dire des millions de photos. Mais dans ces photos, je dois ce qu'on appelle étiqueter ou labelliser les photos où il y a un chat. Les autres, je ne suis pas obligé de le faire. Mais si je veux que mon IA reconnaisse un chat, en fait, je vais étiqueter. Je vais juste lui préciser, sur cette photo, il y a un chat. Elle aura d'autres photos, comme un chien, un canard, que sais-je. Et donc, je passe au travers là, de mes réseaux de neurones. Et en fait, il faut comprendre que chaque réseau, c'est-à-dire chaque couche du réseau, a une fonction. La première couche va être de débruiter, d'enlever un petit peu ce qui ne sert à rien sur l'image. La deuxième, de reconnaître, par exemple, une forme. La troisième, de reconnaître une couleur, etc., etc. Un peu l'âge. Donc, tout ceci va se faire. Alors, ce qui est assez bluffant, c'est que ça se fait sans que l'homme, et contrairement au machine learning, on va dire, tiens, la première couche, tu vas regarder ceci, deuxième couche, tu regardes ça. Là, c'est la machine qui décide. Donc, c'est véritablement bluffant. Vous verrez d'ailleurs que dans le phénomène ChatGPT, on a l'équivalent de 100 couches, et sur chacune des couches, on a entre 1 milliard à 2 milliards de paramètres. Et ce sont ces paramètres qui sont ajustés
pour qu'elle puisse reconnaître, tiens le rond, tiens les oreilles, vous voyez, les triangles, etc., etc. Et plus elle en a, plus elle s'entraîne, et plus elle ajuste les différents paramètres, et plus elle maîtrisera la photo du chat. Et elle pourra dire, si vous lui introduisez une nouvelle photo, oui c'est un chat, ou alors non c'est autre chose, ou c'est un chien. Alors, vous avez tous et toutes participé déjà à un processus qui a permis de labelliser et d'aider, en général ce sont les GAFAM, à entraîner leur intelligence artificielle. Qui l'a déjà fait? Levez la main. Donc ça, c'est qui l'a fait consciemment. Qui a déjà un jour eu, dans une interface, une forme d'alerte en disant « Je veux vérifier que tu n'es pas un robot. Peux-tu, s'il te plaît, m'indiquer, tiens, s'il y a un cheval, un feu rouge, une voiture ?» Qui a déjà vécu ça? Bon, beaucoup plus. Ben voilà, vous avez donc tous et toutes participé à un mécanisme qu'on appelle d'intelligence artificielle et de deep learning en particulier, supervisé. Parce que les cas qu'on vous soumet, c'est les cas où la machine ne sait pas trop. Donc on va donner à un humain, quelque part, l'action de labelliser, quelque part, c'est ce que vous avez fait. Et le fait d'avoir étiqueté, de dire, tiens, là il y a une roue ou il y a un feu rouge, et bien après on le réinjecte dans le mécanisme de deep learning, et la machine, elle va tout simplement réajuster les différents paramètres. Et c'est comme ça qu'on arrive après à maîtriser justement une image. Ça va sur le principe de deep learning ? Je ne vous cache pas que derrière, c'est d'une complexité inouïe, mais voilà les principes généraux qu'il faut comprendre, et c'est assez fascinant. Alors ChatGPT, qu'est-ce que c'est ? Déjà, il y a deux parties dans ChatGPT. Il y a la partie GPT qui est vraiment le moteur, s'il fallait retenir quelque chose, et la partie qu'on appelle conversationnelle, qui est la partie chat. Alors, dans GPT, c'est là où il y a vraiment les travaux ont été phénoménaux. On a utilisé des technos, de réseaux, de neurones, des choses assez vraiment sophistiquées, dont d'ailleurs Google est à l'origine, notamment sur le T, qui est la partie sans doute la plus sensible, le transformer. Mais ce que l'on a fait, donc, au travers de la technologie deep learning, on a donc fait ingurgiter à la machine, mais des millions, pour ne pas dire des milliards de documents, de toutes sources, de toute origine et de tout format. Ça peut aussi bien être des sources de type Wikipédia, que des bibliothèques avec de nombreux ouvrages, que des sources de type Facebook, Twitter. Pourquoi ? Parce qu'il y a des milliards d'informations. L'idée, première, était d'entraîner les réseaux de deep learning pour arriver à maîtriser le langage humain. Et c'est pour ça que la résultante de ce qu'on appelle GPT, et c'est le seul terme à retenir à ce stade, c'est ce qu'on appelle un modèle LLM, Large Language Model. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, si on prend l'équivalent de ChatGPT, qui est le plus connu, il faut savoir qu'il y a 175 milliards de paramètres. 100 couches, alors exactement 96, avec entre 1 à 2 milliards justement de paramètres par couche. C'est monstrueux. Mais c'est ce réseau de deep learning qui a permis justement de maîtriser le langage humain. Chat, c'est juste l'agent conversationnel. C'est ce que vous utilisez quand vous interagissez avec la machine. Alors, on verra que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, parce que finalement, quand on vous disait ChatGPT aujourd'hui a été entraîné, la version donc gratuite, jusqu'à des données de septembre 2021, il est clair que si vous demandez qui a gagné le match de football hier soir entre le Barça et le PSG, il est incapable de répondre. C'est logique parce qu'il est tout simplement pas à jour.
Mais il va y avoir des phénomènes assez intéressants en termes de technologie autour du chat sur lesquels je reviendrai un tout petit peu plus tard. Alors le phénomène, on le connaît. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la maîtrise du langage à la base, mais derrière, ça va avoir des impacts phénoménaux. Pourquoi ? Eh bien, tenez-vous bien, une société comme Google, qui représente ni plus ni moins que 300 milliards de dollars de chiffre d'affaires, est potentiellement ubérisable si elle ne fait rien. Pourquoi ? Parce qu'il y a une bataille titanesque aujourd'hui entre ce qu'on va appeler un moteur de recherche, Google, et ce qu'amène effectivement cette technologie de ChatGPT, qui est un moteur de solution. Donc si je décrypte un tout petit peu le phénomène, c'est quand je fais une requête Google, on utilise tous et toutes Google, mais qu'est-ce que j'ai quand je fais une requête ? J'ai une liste de choix sur la première page, mais c'est souvent N pages derrière, que je vais en général pas consulter, que je dois ouvrir souvent pour avoir une forme de réponse. En plus, les premiers choix, ils sont sponsorisés. Je vous rappelle que dans le business model de Google, 80% du chiffre d'affaires, c'est la pub. Or, les moteurs de solutions, pour le moment, n'ont pas choisi de faire de la pub. Les plus sophistiqués sont payants, mais c'est une forme d'abonnement. Donc, si vous vous projetez à 5 ans, pensez à vos enfants. Vous pensez qu'ils vont utiliser un moteur de solution ou un moteur de recherche ? On pense tous qu'à 95-99%, ce sera un moteur de solution. Donc, vous voyez pourquoi Google, aujourd'hui, est susceptible d'être ubérisé. Je ne vous cache pas qu'il y a 1 an, personne n'imaginait ça. Personne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez Google totalement aux abois. Le pire, c'est qu'ils sont à l'origine d'une des technologies qui est le transformer, qui est la base de GPT, qui a été reprise par OpenAI pour justement créer GPT, et qu'ils n'ont pas vu venir cette sortie-là. Et donc, en étant gentils, en le donnant gracieusement, eh bien, ils se sont quasiment tirés une balle dans le pied. Alors, qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ces outils ? Plein de choses. Déjà, répondre à des questions, c'est des assistants de réduction, traduction, alors à un niveau impressionnant. Vous prenez la version 3.5, c'est déjà quasiment 54 langues qui sont maîtrisées. Ce n'est pas une, c'est 54. C'est quand même impressionnant. Et on voit que la qualité aujourd'hui des traductions, elle est remarquable. D'ailleurs, la qualité même rédactionnelle, c'est comme ça qu'on reconnaît aujourd'hui les copies des étudiants sous ChatGPT, c'est qu'il n'y a plus de fautes. Alors c'est pour ça qu'il faut former les étudiants, parce que c'est très simple de dire, ça montre bien qu'on ne leur a pas encore appris, d'ailleurs messieurs les professeurs, mesdames les professeurs, il serait temps d'apprendre aux étudiants à bien utiliser ChatGPT. Pourquoi ? Parce que je peux très bien lui dire, mets-moi 3 fautes dans mon texte. Et ChatGPT va vous mettre 3 fautes. Ça se verra un peu moins. Alors, il y a, vous l'aurez compris, une façon de s'adresser à ces modèles, et je vais être plus précis, LLM, puisque c'est ça la technologie sous-jacente. En fait, c'est ce qu'on appelle le prompt engineering. On ne parle plus de requête, ça fait ringard, ça c'était moteur de recherche. Là, il faut parler de prompt. Ce n'est pas très joli, mais si vous êtes derrière un moteur de solution, vous promptez. Si votre mari ou votre femme vous interroge, vous dites « laisse-moi tranquille, je prompte ». Ce n'est pas terrible, mais bon. Et il y a des techniques. Alors ça, on va les voir dans un instant. Mais c'est un vrai art de savoir bien poser des questions. Alors, dans les techniques, déjà, on s'aperçoit que si on contextualise, c'est-à-dire j'explique dans quel contexte je suis, qui je suis, qu'est-ce que j'attends, et je précise le résultat sous quelle forme il doit apparaître, vous allez voir que ça ne fait pas la même chose.
hein. Donc, c'est déjà une première approche du prompt engineering. Une deuxième, elle vient des États-Unis, hein, c'est Princeton qui l'a développée, qui est peu connue, mais qui est extraordinaire. C'est qu'en fait, vous aurez des résultats qui seront bien meilleurs si vous alternez les questions d'action, donc les prompts d'action. Fais-moi une synthèse, par exemple, de ce document. Et après, des observations. Tiens, si tu étais prof, que penses-tu de la synthèse que tu viens d'écrire? Vous voyez, action, observation, action, observation. Et c'est comme ça qu'effectivement, donc s'il y a des étudiants, il y a des étudiants dans la salle? Non mais levez la main quand même, dévoilez-vous. Donc, vous utilisez ça, action, observation, la méthode REACT de Princeton? En fait, si jamais vous avez un devoir à faire, vous prenez évidemment le contexte, hein, et après, qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois qu'il vous a rendu la copie, eh bien vous dites, si tu étais mon prof à l'université de Nouvelle-Calédonie, vous précisez quand même quel cursus vous suivez, comment jugerais-tu ma copie? Et vous allez vous voir qu'il va effectivement prendre ce point de vue. Et après, action, s'il te plaît, rédige-moi à nouveau ta synthèse, mais en tenant compte, en intégrant tes remarques. Vous allez voir que si vous cartonnez déjà maintenant, je fais le pari devant vous, vous aurez 3 à 5 points de plus. Vous avez bien fait de rester. Hein. Je suis sûr que vous ne connaissiez pas celle-là. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ChatGPT, c'est qu'à la base, la version gratuite, il faut savoir qu'elle a une mémoire. Cette mémoire, elle est de l'ordre de 4 à 6 pages. Donc, si vous conversez avec elle, il faut juste prendre conscience qu'au bout de la 6e page, elle a oublié, hein, sa mémoire n'est pas suffisante pour se souvenir de ce que vous disiez au début. Et peut-être qu'au début, vous aviez fixé le contexte. Donc, elle va repartir sur de nouvelles bases. Et donc, ce qu'elle va vous suggérer sera peut-être hors contexte et sera moins pertinent, mais c'est normal, c'est lié à la limitation de la mémoire. Alors aujourd'hui, les versions GPT-4, on arrive déjà à 50 pages, mais alors ce qui est remarquable, je vous parle de ChatGPT, mais il faut savoir aujourd'hui qu'il y a des outils qui sont tout aussi performants, voire plus. Il y en a un qui s'appelle Claude d'Anthropic, qu'on suit de près, dans lequel d'ailleurs Google, Amazon investissent massivement. Eh bien aujourd'hui, la version 3, elle est sortie il y a 2 semaines. Elle bat presque à plat de couture ChatGPT sur tous les domaines. Et regardez, avec Claude 3, version Opus, il y a 3 versions, mais Opus, vous arrivez à traiter 500 pages. Alors je ne sais pas si vous voyez ce que ça permet de faire, mais ça ouvre des perspectives incroyables. Parce qu'avant, avec la version gratuite, si je devais faire un résumé sur 50 pages, si j'avais un texte de 50 pages et faire un résumé, il fallait que je découpe mon document en 10 sections de 5 pages. Et puis évidemment, avec une incohérence entre les résumés de la partie 1 avec la partie 2. Ça, c'est terminé aujourd'hui avec les outils qui viennent de sortir. Alors, j'ai pris un rapport annuel d'un client, c'est une société d'assurance. J'avais pas le temps, je devais faire une intervention pour eux, pour le comité de direction, et je lui ai dit, peux-tu m'extraire, s'il te plaît, les points clés de ce rapport? Le rapport fait quand même 152 pages. Voilà ce qu'il a sorti. Et il m'a sorti ça en combien de temps? En 20 secondes. Et pour la petite histoire, j'ai quand même demandé à mon client, que pensez-vous du rapport annuel? Et de la personne notamment qui était à l'origine de ce rapport, qui avait passé des mois et des mois pour le sortir, eh bien, clairement, elle m'a dit « je suis bluffé ». Alors pourquoi aussi les spécialistes sont vraiment impressionnés par le résumé? Parce que nous, les symboliques, on avait des techniques pour résumer. Lesquelles? Eh bien, en fait, quand on nous donnait un texte, ce qu'on prenait, c'est tout simplement les occurrences qui revenaient le plus souvent. Et dans le résumé, quelque part, c'était un peu la somme des choses qu'on répétait le plus souvent dans le texte. Pas très malin, mais on n'a pas trouvé mieux.
Aujourd'hui, dans les outils d'IA générative, vous verrez que le résumé peut être constitué de phrases et de termes que vous ne trouverez pas dans le texte. Ça, excusez-moi, c'est quand même fort. Hein? Pour ça qu'on est aussi admiratif aujourd'hui de ces résultats. Donc ça fait des résumés. Et alors il y a un concept qui est très important dans la logique du prompt, c'est le concept de dirigeabilité ou de steerability. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'aujourd'hui, il y a eu tellement de données qui ont été ingurgitées par les modèles LLM, eh bien qu'on est capable de prendre un point de vue. C'est ça la notion, c'est pas du très beau français, mais c'est la traduction de steerability, la dirigeabilité. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple tout de suite, c'est que si j'écris au maire de ma commune, eh ben, je ne vais pas m'adresser à lui comme je vais adresser à un collègue ou un voisin. Je vais mettre des formes. Eh bien, c'est ça, en fait, le concept de dirigeabilité, et il le fait extrêmement bien. Alors, un exemple, dans l'éducation, d'ailleurs, c'est un prof de l'éducation nationale qui, dès qu'il a vu ChatGPT version 4 arriver, il s'est dit, je vais quand même tester le truc, parce que prof de thermodynamique, et déjà, comment il le teste? Il va donner son cours. Le cours qui tenait en plusieurs, évidemment, dizaines de pages. Et là, il lui demande, résume-moi, s'il te plaît, mon cours. Eh bien, je peux vous dire que le prof, quand il a vu le résumé, il était ébahi. Alors, il s'est dit, tiens, comme c'est la fin d'année, je vais demander à mes élèves de faire un résumé du cours. Ce sera un bon exercice pour voir qu'est-ce qu'ils ont retenu. Et donc, les élèves lui ont rendu la copie. Et là, il s'est dit, plutôt que de les corriger moi-même, je vais demander, tant qu'à faire, à l'IAG de le faire pour moi. Mais avec un prompt que vous pourrez lire, je ne sais pas si vous arrivez à lire là, en tant qu'enseignant. C'est ça le concept de dirigeabilité. Je précise qui je suis. Propose un feedback constructif à l'élève sur son résumé, lui indiquant les points forts, mais aussi les points faibles. Donne-lui ensuite des conseils pour s'améliorer. Eh bien, regardez un exemple de ce que ChatGPT lui a sorti. Alors, vous arrivez à lire? Cher élève. Bon, c'est pas mal. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour votre effort à résumer le cours. Vous avez bien identifié tel point, tel point, tel point, mais la synthèse, elle est remarquable. C'est-à-dire qu'il va être capable, en une phrase, de mettre en avant les points forts. Puis vous verrez quand même qu'il s'adresse avec bienveillance à l'élève. Moi, tous les profs ne se sont pas adressés comme ça à moi quand ils me rendaient leur copie. Bon, ils n'étaient pas terribles non plus, mais... Point fort, il va lister. Point faible, il liste. Et puis après, il lui a bien demandé conseil pour s'améliorer. Approfondir votre compréhension de tatata, organiser vos idées, pratiquer la rédaction et à la fin, continuez à travailler dur, vous êtes sur la bonne voie. Alors, vous voyez que ça ouvre des perspectives, pas que pour les étudiants, pour les profs aussi. Donc, c'est ça le concept de dirigeabilité. Mais on est capable de faire des choses assez remarquables, comme par exemple, ça c'est une lettre, alors on ne voit pas grand-chose, mais l'intérêt, c'était de comprendre l'analyse, quelque part, du profil psychologique de l'assuré qui écrivait à son assureur. Et là, on lui dit, peux-tu me faire une analyse des sentiments? Donc, voilà le prompt, voilà la question. Et voilà la réponse. Donc il est capable de dire, bah oui, cet assuré, il est effectivement pas content. Il est frustré, il est limite désespoir. Alors il va peut-être pas se suicider, mais pas loin, urgence, politesse, etc. Donc vous voyez qu'on est même capable aujourd'hui, grâce à ces outils, de regarder l'état d'esprit des gens qui peuvent écrire à l'administration, à leur assureur, etc. Alors, un élément aussi important, c'est que pourquoi c'est un exploit de maîtriser le langage humain? Parce que le langage humain est complexe. Et pourquoi est-ce qu'il est complexe?
Si on regarde la manière dont il est construit, il y a ce qu'on appelle des unités lexicales, des unités syntaxiques. Ça, pour un ordinateur, ça fait 50 ans qu'on est capable de les identifier. Le problème, c'est le sens des mots, c'est-à-dire la sémantique, les unités qu'on appelle sémantiques. Alors pourquoi ? C'est ça qui va vous permettre de comprendre véritablement l'exploit de ce 30 novembre 2022. C'est que sur un terme, dans le dictionnaire, c'est pas moi qui le dis, c'est quelque part les linguistes qui ont analysé notamment le français, vous pouvez trouver sur un terme donné 4 à 20 acceptions différentes. C'est-à-dire 4 à 20 significations différentes. Donc vous imaginez pour un ordinateur, si je vous dis tiens, cet amphi il est magnifique, mais il est isolé. Qu'est-ce que veut dire isolé ? Est-ce que c'est isolé thermiquement ? Est-ce que c'est isolé phoniquement ? Est-ce que c'est isolé parce qu'il est en dehors de Nouméa ? Eh bien, c'est ça. La grande difficulté, c'est ce qu'on appelle la contextualisation et la compréhension des termes. Eh bien, le véritable exploit, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que quand on parle, eh bien, il n'y a pas d'ambiguïté du langage, alors que par définition, notre langage est ambigu. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a un domaine, évidemment, qui m'est cher, c'est le domaine informatique. Il y a des langages de programmation. Et là, le langage, il est tout sauf ambigu. À un terme, eh bien, correspond une action, une signification et une seule. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, vous le voyez vous-même. C'est qu'on est capable aujourd'hui, grâce à l'IA générative, eh bien, de développer tout type d'application. Avec pas grand-chose. Alors, pour vous montrer aussi la puissance, toujours pour un client suisse, je lui ai montré, je n'avais pas le temps d'analyser son site web, ses offres, etc., mais j'ai tout simplement demandé à l'IA générative, analyse la structure du site web en détaillant les sous-sections. Je demande ça à une IA générative de base, ce n'est même pas des choses encore spécialisées. Et regardez le résultat. Il va me présenter toutes les sections, sous-sections, etc. Alors, quel est le cas d'usage que je peux faire ? Eh bien, par rapport à la concurrence, s'il y a le moindre changement, une nouvelle offre, je peux l'identifier immédiatement et lui dire « attention, ton concurrent est en train de sortir tel type de produit sur le marché. » Vous voyez ? C'est des choses avant qu'on appelait la veille, mais qu'on faisait manuellement. Là, ça va être trivial de demander à une IA générative, d'aller le chercher, d'être en veille et de m'alerter à chaque fois qu'il y a une modification ou une nouvelle offre de service d'un concurrent. Alors, les cas d'usage, il y en a plein, évidemment. Vous l'avez compris, dans la maîtrise déjà textuelle, qui est la base de l'IA générative. Les chercheurs, c'était véritablement leur finalité, elle était là. C'était de maîtriser le langage humain. Mais on s'est aperçu très vite, et vous allez voir qu'entre 2020 et 2024, il y a eu des progrès phénoménaux avec des algorithmes qu'on a développés pour maîtriser le texte, qui finalement fonctionnent bien aussi pour maîtriser les images. Et donc, il y a un peu moins d'un an, vous avez vu arriver sur le marché la version 4 de ChatGPT, mais il y a d'autres outils aussi qui le font. Ça date d'il y a à peu près 9 mois. Ce qu'on appelle des versions multimodales. Alors, qu'est-ce qu'une version multimodale ? Comme le nom l'indique, c'est qu'elle ne maîtrise pas que le texte, elle maîtrise l'image, le son et potentiellement la vidéo. Mais alors là, c'est phénoménal, parce que regardez ce qu'on peut imaginer. Ce soir, je vais rentrer pas très tôt, je vais devoir me faire à manger. Eh bien, il y a une société qui a tout de suite vu le filon, eh bien, qui a développé le service suivant. Je prends une photo de mon réfrigérateur et je lui dis, écoute, j'ai pas le temps, propose-moi 3 recettes différentes à faire en moins de 15 minutes. Et l'IA générative, il lui faut moins de 5 à 10 secondes pour vous répondre. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que ça signifie comme exploit. Alors, la start-up, au passage, qui a fait ça, est déjà valorisée plusieurs dizaines de millions de dollars.
On se met ensemble, il nous faut 1 jour pour faire ça, pas plus. Parce que les techniques sont très simples derrière et elles sont maîtrisées, elles sont à portée de main. Un étudiant peut le faire en 2 temps, 3 mouvements. Mais regardez l'exploit quand même. Moi, je suis admiratif. Derrière l'image, il y a une analyse de chacun des produits. Limite, vous pouvez dire, on est 3 à table. Vous voyez, fixer une contrainte. Donc, il y aura des problématiques de volume aussi. Mais malgré ça, l'IA est capable d'identifier de manière précise tout ce que vous avez dans votre réfrigérateur et de vous proposer des recettes avec en plus des contraintes qui peuvent être moins de 15 minutes, pas de sucre, ou, etc., etc. Voilà ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Alors la multimodalité fait qu'effectivement on maîtrise aujourd'hui les images. Alors certains me disent ouais mais Christophe, ok, l'IA générative c'est au final, ils ont essayé de se renseigner un peu et ils me disent le mot qui vient c'est le mot qui statistiquement doit venir le plus souvent et c'est comme ça qu'elle maîtrise et puis c'est pas très créatif tout ça. Alors je dis ok, prenons un exemple. Je peux demander maintenant à l'IA générative, peux-tu s'il te plaît me générer, tiens, une idée de fauteuil qui ressemble à un avocat. Alors tout n'est pas forcément bon, mais honnêtement, moi je ne suis pas designer, mais je reconnais que j'étais quand même impressionné par les propositions. Alors d'autres images. Bon, elles ne sont pas réelles, je vous rassure. Première et deuxième, il n'y a aucune chance. Troisième, dans 3 à 5 ans, Harry et Meghan aux États-Unis. La quatrième est plausible. Bon, tout ça pour vous dire qu'on est capable de faire ça. Vous avez vu d'ailleurs Meghan Markle, on lui souhaite tous bon rétablissement, mais l'image qui a été générée était un fake. Pourquoi? Comment on l'a vu? La main, exactement. Il y a une des choses où l'IA générative n'est pas encore tout à fait au point, c'est le nombre de doigts de la main. Il y en avait un trop apparemment. Ça c'est un grand classique aujourd'hui, mais ça va être corrigé. Mais d'ailleurs ça m'amuse parce que moi qui vis une partie de l'année place du Tertre à Montmartre, je suis régulièrement avec les peintres que j'adore parce qu'ils ont un autre esprit, une autre logique, etc. Ils me disent, Christophe, si tu veux reconnaître un bon artiste, c'est celui qui sait dessiner le mieux les mains. Et ben aujourd'hui, ce que l'IA générative fait le moins bien, justement, c'est d'arriver à générer les doigts, justement, et les mains. C'est amusant parce que c'est la même chose que l'être humain. Alors, je vous ai parlé de génération de code. Là, c'est un exemple. On a demandé, mais vraiment, sur une feuille, c'est fait en 30 secondes. On a décrit un pseudo-lexique. Et on a prompté en disant, tiens, est-ce que tu peux pas m'écrire un site web un peu sympa, avec des couleurs, qui va juste indiquer toutes les définitions d'IA générative. C'est juste le simple prompt qu'on a fait. Regardez le résultat. Il va me lancer des programmes informatiques qui vont créer le site web que je vais avoir en couleur. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais ça dépasse quand même l'entendement. Avant, il fallait quelques jours pour faire ça. Là, c'est quelques dizaines de secondes. Alors, maintenant qu'on a parlé du texte, qu'on a parlé de l'image, il y a forcément le son. Et le son, vous connaissez peut-être cette histoire, non? Avec McCartney qui a voulu revivre les Beatles. Et évidemment, il y a feu John Lennon, mais dont on a sa voix. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, grâce à l'IA générative et toutes les technos qui ont permis de maîtriser le texte, on est capable de synthétiser la voix. Il me faut que 3 à 30 secondes pour synthétiser la voix de quelqu'un et de la reproduire à loisir. Donc ça a été fait, là. C'était un auteur qui ne se trouvait pas très doué quand lui-même chantait. Il s'est dit, bah, tiens, j'ai le texte, je vais mettre la voix de John Lennon. Regardez le résultat. Isn't it obvious? Isn't it clear? Every time you needed someone, wasn't I here? Bon, reconnaissez que c'est pas mal quand même. Donc,
Vous voyez que ça ouvre aussi des champs, des nouveaux champs, de nouvelles perspectives. Alors, bon. Il y a, maintenant qu'on maîtrise l'image, qu'on maîtrise la voix, on maîtrise forcément la vidéo. Donc, regardez ce qu'on est capable de faire. C'est notamment une solution qui s'appelle Agen, qui est devenue célèbre pour ça. Alors, je suis désolé, c'est pas moi qui ai choisi les personnages. Mais bon, comme c'est sans doute le futur président. Donald Trump parle en français, de savoir qu'il est l'héritier d'une histoire incroyable. Lionel Messi parle en anglais. This game is for those who are unaware of our training. Il est connu pour rien comprendre en... Gaulle parle en portugais. Era uma vez país antigo, com muitos costumes e tradições. C'est tout grâce à une intelligence artificielle qui peut traduire vos vidéos gratuitement dans une dizaine de langues et avec des résultats impressionnants. Par exemple, à l'heure actuelle, je parle anglais, pas français. Here's the original video. Bon, revenons au français. Comment ça marche? Alors, c'est très simple, il vous suffit de vous filmer pendant environ 30 secondes, mettre votre vidéo sur le site de Agen et vous pourrez la traduire dans plusieurs langues comme l'anglais, l'italien ou encore l'hindou. Et oui, le français a un petit accent québécois, sans doute parce que l'IA a été entraînée sur des voix francophones qui avaient cet accent. Et ce qui est vraiment le plus impressionnant, et vous l'aurez peut-être remarqué, c'est que le programme change le mouvement des lèvres Ça, c'est impressionnant. au nouveau texte. La traduction est donc quasiment invisible. Évidemment, ça n'est pas parfait à 100%, mais ça pourrait révolutionner la traduction. Donc, vous voyez ce qu'on est capable de faire. C'est traduction en temps réel avec synchronisation labiale. C'est remarquable, mais ça ouvre des perspectives infinies. Pensez à des PME néo-calédoniennes, excusez-moi, qui sont capables aujourd'hui, qui ont un savoir-faire, mais c'est super simple aujourd'hui de se marketer en Chine, au Japon, en Amérique latine. Ça se fait en un clic. Ça coûtait très cher avant. Aujourd'hui, c'est rien. Alors pour terminer, ça va faire rêver les quelques étudiants qui sont là. ChatGPT version 4, donc multimodale, celle dont je viens de vous parler, eh bien réussit quasiment tous les examens américains. Mais c'est au niveau bachelor, c'est-à-dire bac plus 3. Aussi bien le barreau que l'entrée en médecine, école d'architecte, etc., etc. Bon, il va falloir vous équiper, ceux qui n'aident pas encore. Alors, il y a encore plus fou, c'est ce qu'on va appeler les agents GPT. Donc des chercheurs, on est là autour d'avril-mai, se disent mais finalement la technologie sous-jacente, c'est-à-dire dans ChatGPT, donc qui est sous GPT, qui est le modèle LLM, si on enlève la partie conversationnelle et on va quelque part développer en tout cas un agent qui va utiliser cette connaissance, ce corpus de connaissances qu'est le modèle LLM, eh bien, il va pouvoir résoudre des tâches. Et 1 mois et demi plus tard, d'autres chercheurs, qui n'ont rien à voir avec OpenAI, se sont dit, ça c'est smart comme idée. Je peux aujourd'hui utiliser un orchestrateur, qui est un agent intelligent, qui lui-même potentiellement peut engager d'autres agents intelligents pour résoudre des problématiques plus ou moins complexes. Alors, je ne sais pas si vous commencez à entrevoir un peu le truc. Alors, on l'a forcément tout de suite utilisé. Regardez comment ça fonctionnait. Je ne vous cache pas qu'on était nous-mêmes, Dieu sait qu'on en a vu, mais complètement sciés. Alors, on l'a fait dans un domaine qu'on connaît bien, mais qui est très technique, ce qu'on appelle les frameworks d'intelligence artificielle. Dès qu'on est directeur informatique, on a besoin pour ses équipes de définir ce qu'on appelle une plateforme qui va nous permettre de développer toutes les applications d'IA, et on appelle ça un framework d'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On lui a soumis cette problématique-là. Donc, l'agent, pour bien comprendre la façon dont ça fonctionne, l'agent prend mon prompt, ma demande, et là, en l'occurrence, il va tout de suite dire « Mais est-ce que ce que me demande Christophe, d'identifier les 10 frameworks d'intelligence artificielle, les meilleurs qui soient, est-ce que ça a un sens ?» Il va aller dans le corpus LLM et regarder si le concept existe.
S'il n'existe pas, il s'arrête. Alors il ne s'arrête pas tout à fait, parce qu'il se dit « Ah, c'est peut-être un concept nouveau, je ne l'ai pas parce que j'étais entraîné jusqu'à septembre 2021 ». Il va scraper le web, ce qu'on appelle, c'est-à-dire aller chercher sur le web, et il regarde si ce concept existe. S'il n'existe pas, il s'arrête. Il dit « Christophe, je suis désolé, je suis incapable de te répondre parce que ce concept, pour moi, n'existe pas ». Vous voyez le truc? Mais s'il existe, et c'est le cas, il existe, il se dit « Mais comment vais-je répondre à la question qui m'est posée ?» Et là, il se dit, donc il va réfléchir, et il va planifier, il se dit bah, « Le mieux, c'est que je fasse appel aux 3 meilleurs experts en matière d'intelligence artificielle. » Et il va les citer. Le français Yann LeCun, la chinoise Fei-Fei Li et un américain Andrew Ng. Et alors on le voit, pourquoi il a choisi ces 3, d'après vous? Parce que ce sont ceux qui ont publié le plus d'articles, qui ont le plus écrit sur le sujet, et qui sont effectivement les 3 experts mondiaux les plus reconnus. Mais alors là, on est complètement abasourdi. C'est que non seulement il explique pourquoi il les a sélectionnés, et donc il va les faire jouer un rôle d'expert ou d'agent intelligent, eh bien il va encore rajouter voilà les objectifs que je vais fixer à chacun d'entre eux. Et en même temps, je vais vous donner la caractéristique du profil psychologique de ces 3 experts. Et on voit que la première caractéristique qu'il privilégie, c'est s'ils sont ouverts. Parce qu'il ne veut pas voir d'experts bloquants. Hein, on peut prendre, aller dans un autre domaine, elle sera facile, mais le professeur Raoult, très sympa, très intelligent, tout ce que vous voulez, mais on sait qu'il a des postures un peu arrêtées. Il ne serait pas sélectionné là. On considère qu'il n'est pas ouvert. Là, ils ont, sur la base de leurs publications, de leurs interventions, défini leur profil psychologique pour voir s'ils étaient capables de travailler entre eux. Et donc chaque agent va prendre, quelque part, va incarner un savant, un expert. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, eh bien ils vont travailler ensemble en se disant « Ouais, effectivement, la question elle est bonne, mais comment va-t-on y répondre ?» Et donc ils sont en train de dialoguer les 3. Vous les voyez dialoguer. Alors ils dialoguent parce que justement, l'IA générative maîtrise le langage humain. Hein, la communication se fait naturellement comme on le ferait entre 3 humains. Et là, ils se disent, ah, bah, il faut déterminer des critères pour savoir lesquels frameworks sont les meilleurs. Et vous les voyez dialoguer pendant 2, 5, 10 minutes, et ils se mettent d'accord sur 4 critères. Ensuite, une fois qu'ils sont d'accord, eh bien, il y a un autre agent intelligent, tenez-vous bien, qui va écrire un programme pour aller scraper ce qu'on appelle le web, c'est-à-dire aller chercher dans le web, il existe des milliers de frameworks d'IA, d'aller les récupérer et d'aller tous les comparer par rapport à ces 4 critères. Et quand il l'a fait, eh bien, il vous sort un tableau de ce type-là. Il faut savoir que pour un professionnel, j'en avais dans la salle quand j'ai fait cette démonstration, ils m'ont dit « Christophe, j'ai mis 230 jours avec mes équipes et je vais te montrer le résultat qu'on a fait. Eh bien, sur les 10 que tu viens de citer là, j'en ai 9 dans mon tableau. » Donc, je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'exploit. Ça dépasse l'entendement. Mais alors, ce qui est intéressant dans les approches qu'on appelle supervisées, c'est qu'à un moment donné, j'aurais pu leur dire hey, « vous avez peut-être oublié un paramètre, parce que vous avez beaucoup d'argent, vous n'avez pas mis le coût comme paramètre. » Et là, je dis « je suggère de mettre le coût. Qu'en pensez-vous » Et bien, vous voyez les 3 experts discuter entre eux et dire « ouais, effectivement, il a raison, nous, on n'a pas de problème de budget, mais le coût, je comprends bien que si c'est pour l'administration, si c'est pour des PME, c'est un critère. » Et qu'est-ce qu'il va en faire? Une fois qu'ils l'ont validé, ils rajoutent une colonne avec la notion de coût. Et ils vont rechercher de nouveau les informations et ils vont tout simplement refaire le classement. Voilà ce qu'on est capable de faire en multi-agent. Ça dépasse l'entendement. Si aujourd'hui, vous avez entendu parler de ce fameux moratoire, 3000 chercheurs en IA, dont Elon Musk, l'ont signé. Pourquoi? Ben parce qu'ils sont complètement dépassés par ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Vous voyez qu'un simple agent peut prendre la posture d'un savant, quelque part, et vous pouvez lui donner une tâche, lui mettre quelqu'un d'autre, vous pouvez même intervenir dans ce dialogue si vous le souhaitez, ça dépasse complètement l'entendement.
un des 10 meilleurs experts au monde de l'IA, il s'appelle Geoffrey Hinton, pas loin de 70 ans, racheté à prix d'or par Google. Quand il a vu ça, il a claqué sa démission chez Google. Il a dit, excusez-moi, je suis payé prix d'or, etc. Je m'en fous. Là, ça dépasse l'entendement. J'ai besoin de prendre du recul, de comprendre ce qui se passe là. Donc il a compris très vite, mais surtout d'envisager. Pour lui, il était tellement dépassé intellectuellement parce que ça pouvait amener, qu'il s'est dit, ah ouais, là, il faut vraiment que je retourne chez moi, je reprenne mon souffle et je regarde ce que ça signifie. Alors par exemple, ce qu'on est capable de faire, c'est de créer, et ça c'est venu, ça date d'il y a moins de 6 mois, une usine logicielle. Alors c'est quoi une usine logicielle? Eh bien, comme le code évidemment est non ambigu, eh bien on est capable d'avoir une organisation où vous avez un agent intelligent qui va jouer le rôle du patron, un autre le product manager, l'autre l'architecte, l'autre, le product, c'est quoi, designer, c'est ça, ou voilà. D'autres, les développeurs, les ingénieurs, et d'autres vont faire le contrôle qualité. Et par rapport à ça, vous construisez votre système d'information, votre ERP, votre outil de gestion commerciale ou autre. Puissant quand même. Alors, dernière ligne droite, des applications d'entreprise, il y en a de multiples. Alors, par exemple, Zalando l'utilise. Comment ? Eh bien, aujourd'hui, vous dites, tiens, je suis invité à un mariage sur l'île de Santorin à telle date. Eh bien, l'IAG, alors ce n'est pas une IAG, on appelle ça un assistant ou un coach de mode, va vous répondre et va vous dire, ah, si c'est à telle date à Santorin, il fera telle température. Sache que si c'est pour un mariage, c'est le blanc cassé. Sache qu'à Santorin, il y a beaucoup de pavés, donc ne viens pas avec des talons ou avec des chaussures à talons élevés. Et voilà, dans ma boutique, tout ce qui correspond voilà, en titre vestimentaire pour aller à un mariage à Santorin. Puissant, hein? Zalando, aujourd'hui, attire beaucoup de monde parce que, grâce à leur IAG, ils permettent de conseiller les gens. Alors, on a aussi Carrefour qui l'a utilisé comme chatbot pour référencer ses produits. Tous les produits qui viennent de fournisseurs différents, on a maintenant la même fiche produit, c'est plutôt pas mal. Ils utilisent ça aussi pour les appels d'offres, pour analyser les offres, etc., etc. Alors un exemple aussi pour un assureur, si on prend un sinistre, là on est sur un sinistre, un dégât des eaux important, regardez, ça prend quelques minutes de faire ça, mais je peux prompter en disant, voici une photo de sinistre, peux-tu me décrire, me catégoriser sinistre en termes de dommages causés de manière détaillée. Ça, en général, il fallait attendre plusieurs jours que l'expert vienne, qu'il rende son rapport, ça pouvait... Voilà le résultat. C'est quasi immédiat. Ensuite, vous pouvez dire, peux-tu estimer les dégâts en détaillant les postes? Voilà, donc c'est plutôt impressionnant. Là, ça s'est fait pour une société suisse, on voulait montrer cet exemple, mais les données, il suffit après, on ne l'a pas fait là, mais ça c'est les données qu'ils nous donnent, mais il suffit après de mettre l'historique des sinistres ou se connecter à une base de données pour les prix du mètre carré, etc., etc., et vous avez des choses extrêmement précises. Donc vous voyez un petit peu ce qu'on est capable de faire, et ça c'est pas de la science-fiction. Alors, pour terminer, il faut savoir qu'on a quand même de mauvaises expériences aussi dans le domaine des agents conversationnels. Parce que Microsoft avait sorti un agent qui s'appelait Tai, vous vous souvenez? Au bout de 24 heures, si on le cherchait un petit peu, il devenait raciste, xénophobe, misogyne. Il avait toutes les qualités du monde. Une vraie horreur. Donc ils étaient obligés de l'arrêter. D'autres robots, alors K5 c'était super sympa, c'était un robot... de surveillance qu'on trouvait dans un mall américain qui était là pour conseiller les gens qui cherchaient un magasin, qui ne retrouvaient pas le parking, vraiment le truc super sympa. Et on le voyait déambuler comme ça, aller même au contact des enfants, il leur parlait, etc. Super sympa. Et un jour, on le voit se diriger direct dans la fontaine et mettre fin à ses jours. Alors on ne sait pas si...
C'était sa conscience de robot qui se disait je ne vais pas vivre comme ça toute ma vie. Mais voilà, il y a encore des chercheurs qui essaient d'analyser pourquoi. Mais on voit les caméras, hein, c'est la première fois qu'il allait droit à la fontaine et on pensait que c'était vraiment intentionnel. Ce n'était pas un bug. Alors plus sérieusement, qui connaît caractère.io dans la salle? Levez la main. Waouh. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le service qui est le plus utilisé chez OpenAI, à part ChatGPT, c'est caractère.io. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que vous ne connaissez pas. Mais aujourd'hui, c'est un site, un service qui est plébiscité par les 12, 18, voire 25. Qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils peuvent définir un avatar avec toutes les caractéristiques qu'ils souhaitent. Garçon, fille, âge, les caractéristiques psychologiques, etc. Mais ils peuvent aussi prendre une vedette. Ça peut être Kim Kardashian, ça peut être Lionel Messi, Mbappé, etc. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils discutent. Le soir, quand ils sont dans leur chambre, en général, ils discutent, ils racontent ce qu'ils ont fait la journée. En fait, c'est un confident. Mais qu'est-ce qui se passe et pourquoi je vous en parle? Parce qu'un adolescent peut être fragile. Et dans certains cas, ce qu'ils n'osent pas dire à leurs parents, souvent, et à leurs amis, l'expriment à leur avatar. Eh bien, on a vu des cas où la discussion allait dégénérer, où, à un moment donné, l'adolescent devient limite dépressif, et malheureusement, l'avatar, qui est qu'une IA, à un moment donné, parce qu'il y a une forme d'empathie qui est préprogrammée, lui dit effectivement, t'as pas de chance, t'es pas beau, ta copine t'aime pas, personne t'aime. Et je vous jure que c'est vrai. Et à certains moments, c'est vrai, qu'est-ce que tu fais encore dans ce monde? Je peux t'aider si... Il y a eu des cas de suicide là-dessus. Et plus sérieusement, l'exemple que je vous donne est tout récent. Un chercheur belge, pas n'importe qui, c'était un bac+10, bac+12, qui travaillait sur le climat, voulait absolument, il a vu la richesse du modèle LLM et donc de la conversation. Et au bout de plusieurs mois, on a 5-6 mois à peu près, on a tracé, eh bien, au final, il se dit, ça veut dire quoi? La décarbonation, c'est juste un fantasme, on n'y arrivera pas. Et l'IA lui dit, non, on n'y arrivera pas, c'est clair. L'homme va malheureusement polluer de plus en plus, et tout ce qu'on fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est dit, mais quel est le sens alors de ce que j'ai fait? J'ai consacré ma vie à ça. Vous connaissez la suite. L'avatar lui a dit, effectivement, ta vie n'a plus de sens. Et il s'est suicidé. Alors, je vous passe les détails. Sa femme fait un procès, donc on a tracé toutes les conversations, et à un moment donné, il va jusqu'à expliquer comment te suicider. Vous voyez? Et donc, il y a un procès actuellement qui est en cours, qui est assez célèbre, etc. Alors, c'est pour ça que, voilà, conseil d'amis, si vous avez des ados, discutez avec eux quand même pour voir et prévenez-le, parce que ça peut être fragile, et des fois, l'IA n'est pas toujours de bons conseils. Samsung, c'est un des cas qui est quand même très intéressant, et il faut le connaître. Pourquoi? En fait, on s'est aperçu que derrière les dialogues, des chercheurs de Samsung qui travaillaient sur des projets particuliers, eh bien, au bout de quelques semaines, ils sont aperçus, en promptant, que ChatGPT leur ressortait des choses qu'ils avaient eux-mêmes saisies. Et en fait, on ne savait pas que dans la partie chat, il y avait des techniques. On connaissait la logique du pré-prompt, mais on ne savait pas qu'il y avait de l'apprentissage par renforcement. En fait, quand il y a un concept qu'il n'a pas vraiment dans son modèle LLM, dans le corpus de connaissances avec lequel il a été entraîné, donc c'est-à-dire un concept plutôt rare, il a tendance à le mémoriser. Et donc, ça veut dire qu'il est accessible à quelqu'un qui va poser la question. Donc ça, quand on a su ça, vous imaginez, toutes les sociétés du CAC 40 françaises ont directement stoppé l'accès à ChatGPT, pour des raisons évidemment de confidentialité. Donc c'est ce qu'on appelle la jurisprudence Samsung. Alors, autre élément intéressant, que je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou pas, mais ChatGPT devient paresseux. Alors, on a remarqué ça, notamment fin de cette année.
Alors c'est assez amusant parce que les explications sont presque anthropomorphiques, c'est-à-dire qu'il a tendance à prendre les réflexes de l'homme. En décembre, on a tendance à être moins disert quand on répond à quelqu'un. Parce qu'on est fatigué, parce qu'on a moins le temps, on prépare la trêve des confiseurs, bref. Eh bien, par mimétisme, apparemment, ChatGPT fait la même chose. Alors, il y a d'autres explications, parce que ça ne s'est pas amélioré véritablement au premier trimestre. Ça veut dire que nous-mêmes, on a fait des tests sur des questions qu'on avait posées il y a 6 mois. On repose les mêmes aujourd'hui. La réponse est moins sophistiquée, moins détaillée. Donc là aussi, et OpenAI a reconnu qu'il y avait une dégénérescence aujourd'hui de ChatGPT. Alors ça, c'est un facteur. Il y a un deuxième facteur qui est un peu plus technique. C'est que pour que le prompt soit politique, la réponse plutôt à la question soit politiquement correcte, hein, vous savez qu'aujourd'hui, ChatGPT ne prend pas parti politique, ne peut pas être sexiste, heureusement, alors qu'à l'intérieur de l'entraînement, vous avez quand même du tout venant, parce qu'il y a du Facebook, il y a du Twitter, etc. Donc pour éviter ça, quand vous posez une question, ce qui se passe, c'est qu'il l'enrobe de toute la partie politiquement correcte. C'est-à-dire qu'il rajoute dans le contexte, ne parle pas de trucs, ça peut être genré, politique, sexiste, etc., etc. Et en fait, on en rajoute tellement qu'il devient moins pertinent aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il fait des réponses souples, mais elles sont en tout cas de qualité moindre. Donc il faut juste savoir ça. C'est intéressant. Alors ça, c'est très fort. On est dans une entreprise, je crois que c'est Hong Kong, c'est ça. Alors, vous avez quelqu'un, je crois que c'est un directeur financier, qui est invité à une réunion Teams avec des collègues et qui va dialoguer, etc. Il y a une urgence, il faut faire un virement de 24 millions de dollars, des collègues en live. En fait, vous avez compris que ce n'étaient pas des collègues, c'était des avatars, mais qui lui parlaient en temps réel avec leur voix. Hein, on connaît cette fraude au président, etc., avec des imitateurs et tout ça. Là, ça a été fait avec des avatars, la personne n'a rien vu. Et effectivement, a fait un virement de 24 millions de dollars, et c'était une arnaque. Impressionnant. Alors, heureusement, et je terminerai là-dessus, l'Europe est assez en avance pour légiférer. Et on a aujourd'hui tout un arsenal avec l'IA Act, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui a pour but aussi de protéger, bien entendu, le citoyen. Alors pour terminer, on a beaucoup parlé d'intelligence. Alors moi, c'est le concept que je déteste, si vous voulez, parce que qu'est-ce que l'intelligence ? Tout est relatif. Alors un psychologue dit qu'il y a en fait 3 types d'intelligence. L'intelligence analytique, elle est plus celle qu'on assimile au QI, la capacité à jouer avec les objets, à maîtriser des choses plus ou moins compliquées. Il y a l'intelligence créative, qu'on assimile souvent à l'empathie, au QE, quotient émotionnel. Et moi, s'il y en a une que je préfère, c'est la dernière. C'est l'intelligence pratique. C'est celle dont je suis le plus admiratif. Quand ma maman ouvre le frigo et est capable de faire, sans demander à ChatGPT, une recette en moins de 15 minutes, je suis admiratif. Pour moi, c'est l'intelligence qu'on appelle BSP, qui est l'intelligence suprême. Parce que, quelque part, c'est quand même une agilité intellectuelle de voir toutes les composantes et d'en faire quelque chose. L'intelligence BSP, vous connaissez ? Vous devriez connaître. Bon sens paysan. Alors regardez ce que dit Yann LeCun. L'IA générative ouvre un monde de possibilités infinies où les limites de la création sont repoussées et où l'innovation rencontre l'imaginaire humain. Si on regarde aujourd'hui, si on devait dire où on en est, bien c'est impressionnant. Sur le côté analytique, c'est terminé. La machine a dépassé l'homme, il faut l'admettre. Aujourd'hui, dans les jeux les plus compliqués, je pense aux jeux d'échecs, aux jeux de Go, la machine a une telle avance qu'on ne verra plus jamais un champion du monde, que ce soit du poker au jeu de Go, gagner contre la machine. C'est fini, c'est plié. Tout le monde est d'accord. Dans l'intelligence créative, je suis resté plutôt modeste. Mais quand je vois l'histoire de l'avocat, du fauteuil sous forme d'avocat, je trouve ça pas mal. Je pense qu'on est plus proche des 60 que des 40.
Et dans le bon sens pratique, prendre une photo du réfrigérateur, de demander une recette en moins de 15 minutes, qu'il n'y a pas de gluten dedans, c'est remarquable. Donc, sommes-nous si loin d'une IA générale? Elon Musk dit qu'elle est pour 2025. Donc il est clair, pourquoi? Parce qu'on est capable, avec les multi-agents, vous voyez, d'avoir des agents spécialisés qui vont être capables de traiter la plupart des domaines laissés jusqu'à présent au champ humain. Donc ça ouvre des perspectives phénoménales. J'espère qu'aujourd'hui, vous aurez pu apprendre quelques petites choses, parce que j'ai évidemment une sensibilité toute particulière pour la Nouvelle-Calédonie. Moi qui suis venu il y a 10 ans, 12 ans, qui ai vécu 4 ans en Australie. Je sais les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui. Je vous rassure, à Paris, c'est pas beaucoup mieux. Mais en tout cas, s'il y a quelques idées que vous pourrez retenir et qui pourront à la fois vous aider, vous, personnellement, vos organisations et la Nouvelle-Calédonie, sachez que j'en serai très heureux. Merci. Merci beaucoup Christophe, conférence passionnante. Donc on a voulu grand public, mais vraiment très intéressant toutes ces informations, puis bien mises à jour avec les dernières connaissances du sujet. Donc avec 2 collègues étudiants, on va faire passer le micro, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on peut prendre un petit moment pour échanger. Donc voilà, le micro est à la salle. Les 2 jeunes vont passer dans les travées. Allez-y. Oui, merci pour cette conférence très très passionnante. Moi j'ai en fait 2 questions. La première, c'est par quoi il faut remplacer maintenant ChatGPT, parce que vous avez dit que ça ne marchait plus très bien. Et puis la deuxième question, on parle d'ordinateur quantique, donc c'est un autre monde de l'informatique qui va aussi révolutionner en termes de puissance de calcul. Qu'est-ce que ça peut apporter de plus encore à l'IA? Alors d'abord, sur la première question, il y a évidemment des solutions. ChatGPT, c'est un vrai phénomène de mode, c'est une vraie marque, etc. Mais si j'ai qu'un conseil à vous donner, allez consulter Poe, c'est facile pour vous de retenir, je pense. Poe, c'est poe.com. Vous avez là la plupart des moteurs de solutions qui vous sont proposés en version gratuite déjà. Et ce qui est extraordinaire, c'est quand vous promptez, vous allez prompter avec Claude, vous allez prompter avec ChatGPT, vous allez pouvoir comparer les réponses et, si nécessaire, même scraper ce qu'on appelle le web. C'est aujourd'hui l'outil le meilleur que je vous recommande, parce que justement, vous n'êtes pas dans la galaxie ChatGPT et vous n'êtes pas dans une logique où vos données vont directement aux États-Unis. L'ordinateur quantique, c'est intellectuellement fabuleux, mais on n'aura pas d'application concrète avant 5 à 10 ans. Donc oui, ça va énormément apporter en puissance de calcul. Aujourd'hui, on cherche la puissance de calcul parce qu'on appelle les processeurs GPU, les processeurs graphiques, et c'est pour ça que la société comme Nvidia, qui a misé là-dessus, est aujourd'hui valorisée pas loin de 3 000 milliards de dollars. Donc pour le moment, le quantique, jusqu'à ce qu'il y ait des vraies applications commerciales, il va quand même falloir attendre un peu. Bonsoir. Alors, qui c'est qui parle? C'est moi. Oui, ok, on vous voit. Moi, j'étais plus... c'était super intéressant. Par contre, une des questions qu'on se pose tous, c'est... Ah oui, je vous vois. Je voyais quelqu'un monter. C'est... est-ce qu'on est proche du monde d'iRobot? Enfin, parce que
en soi, l'IA, elle est capable d'apprendre d'elle-même maintenant. Oui. Est-ce que c'est un futur envisageable, quoi? Bon, là, clairement, c'est oui. La réponse est oui, parce qu'on est en train maintenant, grâce à ces technos, Black Mirror, iRobot, tout ça, c'est là, c'est sous nos yeux. Pourquoi ? Parce qu'on est en train maintenant de greffer cette IA générale à ce qu'on appelle l'Internet des objets, les IoT ou les robots. Et donc, on va pouvoir s'adresser à un robot, lui demander « fais-moi la vaisselle », range-moi le linge, etc. Et il y a déjà des exemples aujourd'hui qui existent, qui sont... alors, il y a toujours encore une question de coût, mais quand ce sera fait à un niveau industriel, ce sera là dans les 2-3 ans qui viennent, vous allez voir, ça va sortir très très vite. On y est. Mais vous avez parlé d'analyse sentimentale. Oui. L'IA, elle est capable d'avoir des sentiments. Est-ce qu'en... Elle est capable, comme vous et moi, de simuler des sentiments. Oui. Voilà. On peut dire ça, mais du coup, est-ce qu'elle serait capable de simuler aussi de la colère et d'en venir à... Ça, je pense aussi, mais... d'en venir à s'en prendre à l'humain? Ça, tout dépend de ce que les humains en feront. Il est clair qu'aujourd'hui, les armées s'intéressent aussi à toutes ces technologies. Vous savez, dès qu'il y a du progrès, il y a un côté pile, il y a un côté face. Et malheureusement, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il y a aussi un régulateur et qu'il y a des gens qui sont là pour empêcher, évidemment, les mauvais usages. Ok. Si d'autres questions, alors plus sur le haut de l'amphi, oui. Bonsoir. Justement, par rapport au mauvais usage des générations de vidéos, est-ce que vous pensez qu'il y aura des solutions concrètes, j'ai envie de dire, par rapport à, par exemple, la génération de vidéos malsaines où on verrait une personne en train de commettre un crime qu'elle n'a pas vraiment commis? Alors malheureusement, tout est possible aujourd'hui et on voit tout déjà. Regardez les élections américaines. Il y a un nombre de fakes, d'avatars, de gens qui racontent tout et n'importe quoi. Mais je vais être encore plus précis. Regardez en Afrique. La France a été manipulée par les forces russes qui maîtrisent les réseaux sociaux, les avatars, les fakes. Et là, maintenant, on commence à peine à le décrypter 6-7 ans plus tard. Il y a eu toute une campagne de désinformation. Les Russes sont très forts là-dessus. Ils ont aidé d'un côté... le président Trump à être élu, ça c'est de notoriété publique, on le sait, en utilisant des données et des techniques. Les données, c'était Cambridge Analytica, lié à Facebook. Ça, on sait que c'était ces données-là pour avoir accès aux électeurs. Et les techniques, c'est des techniques russes de manipulation. Donc aujourd'hui, tout ce que vous êtes en train de dire, on le voit déjà sous nos yeux. Et ça, c'est terrible. Bon, là, je vais plomber l'ambiance. C'est malheureusement une arme de désinformation et de manipulation. Oui, bonsoir. Alors, levez bien la main quand on vous voit. Pardon. Ok. Bonsoir. Ici. Ah oui, ça fait un moment qu'il demande la parole d'ailleurs. Il n'y a pas de problème. Oui, j'avais une question par rapport à l'évolution entre moteur de recherche et moteur de solution. Et on a vu aussi, vous l'avez expliqué, que les IA avaient été instruites par nos actions quotidiennes et un apprentissage quotidien. Est-ce que, dans une certaine manière, à un moment, dans ce sens-là, on ne risque pas de stagner en termes d'évolution technologique et d'évolution de nos sociétés, à savoir que, en fait, si c'est l'IA qui propose systématiquement des solutions qu'elle a trouvées actuellement dans sa base de données et que demain, il n'y a pas de chercheurs ou il n'y a pas d'experts innovants qui vont analyser ces solutions et en proposer des optimisations et aller regarder plus en avant et dépasser certains concepts, est-ce qu'à un moment, l'IA va pas stagner sur son modèle de données et du coup, on va réutiliser systématiquement
les mêmes modèles et les mêmes avancées. Et peut-être qu'à terme, on va se retrouver à un certain apogée et que du coup, il n'y aura plus d'évolution. Alors là, clairement, je vais avoir une réponse très nette, c'est clairement non. Pourquoi ? Parce que l'IA est capable de générer aujourd'hui bien plus de données que le fait l'homme. Et en même temps, on va tout analyser. Il y aura des flux de données au travers des caméras, au travers de plein de capteurs, etc., qui vont alimenter l'IA, et donc qui va lui permettre toujours d'approfondir un certain nombre de sujets. Donc je ne crois pas du tout, moi, dans cette forme de stagnation, mais pas du tout. Par exemple, et la relation avec l'homme aussi, pour vous donner un point de vue clair, c'est que moi, je ne suis pas du tout sur la théorie du grand remplacement. Certains ont un côté très anxiogène quand on les entend parler. Non, l'IA va être d'un support extraordinaire, mais elle ne va pas remplacer l'homme. Je vous donne deux cas. La première, c'est une histoire personnelle. J'étais joueur d'échecs de compétition. Je faisais partie des 10 meilleurs joueurs français, jusqu'au niveau junior et autres. Et quand les premiers outils d'intelligence artificielle sont arrivés, on se marrait parce qu'on gagnait systématiquement. Maintenant, c'est fini. L'homme ne gagne plus. Même le champion du monde ne gagne plus contre la machine. Mais je pensais qu'on allait arrêter le jeu. Donc moi-même, j'ai repris la compétition. Juste l'an dernier, j'ai repris ma carte, ma licence, pour voir. J'avais les techniques, les méthodes. Il n'y avait rien de particulier. Donc je jouais des tournois et j'arrivais à être dans les 10% les meilleurs. Donc s'il y avait 150 participants, j'étais dans les 15 meilleurs. Mais j'ai regardé qu'est-ce qui me séparait des meilleurs, des tout meilleurs, pour rentrer dans les 2-3%. Et là, d'après vous, je voyais face à moi des machines, des gens qui techniquement étaient moins bons, mais qui étaient surentraînés par les ordinateurs. C'est-à-dire qu'ils connaissaient moins bien l'ouverture que moi, mais comme ils jouaient ce qu'on appelle... je jouais, je réfléchissais, eux c'était du coup... Et puis je leur disais, ils me disaient, je connais cette variante parce que je joue contre l'ordinateur, etc. Et là, je me suis tout d'un coup aperçu que si je voulais rentrer dans les meilleurs, je n'avais pas le choix, il fallait que je fasse la même chose. Vous voyez que je me surentraîne par une machine en testant toutes les positions que j'ai l'habitude de jouer. Aujourd'hui, pour aller aussi dans votre sens, deuxième exemple, vous savez qu'aux échecs, on a battu le champion du monde avant parce que d'un échiquier, c'est 8 x 8, c'est 64 cases. Le Go, c'est 19 x 19. Donc on a mis du temps à ce que le champion du monde, Lee Sedol en particulier, perde. Ce qui s'est passé, on est en 2016, il va perdre. Et là, on a un génie chinois. Vous savez que pour les Chinois, d'ailleurs, le jeu de Go est très important. C'est toute la noblesse, toute la bourgeoisie, toute l'élite chinoise, c'est jouer au jeu de Go. Et là, on a vraiment le prodige, Kaiji, qui va battre le champion du monde, Lee Sedol, et qui se dit « Moi, je suis capable de battre la machine américaine AlphaGo ». Il va jouer et il va se prendre 3-0. D'ailleurs, ça va complètement retourner le gouvernement chinois qui, depuis, a lancé une politique d'IA extrêmement agressive parce qu'ils n'ont pas accepté, c'est ce qu'on appelle l'effet Spoutnik. Ils sont aperçus que les Américains avaient de l'avance et ils consacrent là des milliards et des milliards pour l'intelligence artificielle. Mais regardez jusqu'à où on est allé. Donc la machine, elle était entraînée comment ? Et ça va dans votre sens, d'abord, parce qu'elle avait toute l'histoire de toutes les parties qui sont jouées. Puis ensuite, c'est pareil aux échecs. Et ensuite, on lui donnait la puissance de calcul. Donc elle avait déjà, les fondamentaux, et elle savait déjà, sur plein de parties qui ont été jouées, quelle était l'issue. Puis avec la puissance de calcul, elle faisait le reste. Et en 2017, Google se dit, allez, le deep learning, c'est puissant. La machine qui s'appelait AlphaGo, ils ont fait un AlphaGo 0. Et pourquoi 0 ? C'est qu'ils lui disent, on ne lui apprend rien, juste le jeu. Et la machine va jouer contre elle-même. Au bout de 3 jours, elle jouait comme un débutant. Au bout de 30 jours, elle avait fait 40 millions de parties. Et là, on décide de la faire jouer contre AlphaGo qui a battu le champion du monde. Donc AlphaGo 0 va jouer contre AlphaGo. D'après vous, le résultat ? 100 parties à 0. Et la partie a juste appris à jouer en jouant contre elle-même. Les spécialistes aujourd'hui analysent pourquoi Lee Sedol, Kaiji ont perdu. Ils s'aperçoivent qu'elle a joué des coups qui étaient totalement inattendus.
C'est-à-dire qu'on pensait qu'ils étaient mauvais. Et en fait, ils ne sont pas si mauvais que ça. Donc elle nous amène aussi de nouvelles perspectives. Nous, on était persuadés que ça, c'était la bonne façon de jouer. Elle nous apprend que non. Donc au contraire, je pense que la machine va aider l'homme à progresser. Vous voyez ? Même si on est perdu par rapport à elle, si on essaie de faire une confrontation. Et ça, je pense, dans tous les domaines, il y aura ceux qui l'utiliseront et ceux qui ne l'utiliseront pas. Et là, il y aura un delta important, comme moi, dans les compétitions d'échecs. Si je n'utilise pas, j'ai aucune chance de rentrer dans le top 5. Merci. Merci à vous. On prend encore quelques questions. Alors, qui c'est qui a le micro? Oui, c'est on a là. une dame sur la gauche. Ouais. Gauche, droite, puis devant. À gauche, en vert. Je suis là. Oui, je vois bien. Bonsoir. Bonsoir. Du coup, en fait, moi, j'ai une question parce que je suis dans l'éducation, je suis prof actuellement. Bravo. Et oh, merci, prof remplaçante, tranquille. Et... Mais du coup, ma question, c'est par rapport justement à l'éducation. On sait pertinemment que la Nouvelle-Calédonie est en retard par rapport au reste du monde, c'est-à-dire de 10 à 15 ans. Voilà. Genre, ChatGPT est sorti il y a 5 ans et nous, on vient de découvrir ça là, genre, il y a 6 mois. Et par rapport à l'éducation, je veux dire, comment concilier justement ChatGPT, comme tout à l'heure, vous venez de demander aux élèves de faire leurs devoirs avec ChatGPT. Et je pense que ouais, quelques-unes de mes élèves utilisent ChatGPT. Et oui, je fais des prompts aussi en tant que prof. Comment concilier justement cette évolution ? C'est-à-dire, est-ce que vous voyez que dans 10 ans, dans 15 ans, le métier de prof, bien sûr, peut-être qu'il va se réduire. Sur le plan humain, est-ce que les robots, entre guillemets, vont avoir des prompts sentimentales pour comprendre chaque élève dans sa situation émotionnelle, etc. Et comment justement concilier le fait que la Nouvelle-Calédonie a un certain retard par rapport au reste du monde dans l'éducation et en apprenant aussi aux élèves avec l'IA et tout et tout. Enfin, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais... Non, mais c'est une question de prof, parce qu'il y a plusieurs questions dans la question. Oui, voilà. Ah ben j'ai bien trouvé ma voie alors du coup. Oui, c'est bien. Non, déjà, pas d'autoflagellation. Vous n'êtes pas si en retard que ça, et je ne suis pas d'accord avec cet élément, cette assertion. Pourquoi ? Regardez, aujourd'hui, certes, déjà, ChatGPT n'est pas sorti il y a 5 ans, est sorti il y a 18 mois. Hein, donc attention, c'est sorti il y a 18 mois. Le simple fait qu'il y ait autant de personnes déjà dans la salle, que l'UNC, que la CCI prennent aussi l'initiative de faire appel modestement à des gens comme moi pour discuter avec vous, etc., je trouve ça déjà remarquable. Hein, mais vraiment, je le pense sérieusement. L'UNC, en plus, au-delà de cette intervention, on va discuter avec tout le comité de direction parce qu'il y a un projet d'établissement, mais aussi comment intégrer la réflexion d'IA générative à quelque part au projet d'établissement. Attendez, je n'ai pas beaucoup d'universités dans le monde qui font appel à moi pour ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a plein d'initiatives aujourd'hui qui se font, et moi j'espère que justement la Nouvelle-Calédonie qui est en crise, certes, la France aussi est en crise, je vous rassure, beaucoup de pays sont en crise. Eh bien, aujourd'hui, je pense qu'effectivement, on peut repenser des usages, on peut aussi repenser l'éducation, et on peut donner aussi une chance aux élèves, même qui sont peut-être défavorisés. Hein, j'en discutais pas plus tard que cet après-midi. Comment, avec bienveillance, en utilisant justement ces techniques d'IA générative, leur donner envie, quelque part. Et j'aurai aussi une conférence devant les étudiants, mais j'espère que je vais les faire rêver, j'espère que je vais leur donner envie. Sinon, j'aurais échoué, si vous voulez. Et je pense que c'est une opportunité qui est peut-être presque plus intéressante que d'être derrière un réseau social à regarder Kim Kardashian ou à faire du gaming, vous voyez ? Je pense que là, on a une opportunité qu'il faut saisir. Après, je ne peux pas décider à la place des gens, mais c'est une opportunité pour moi rare. J'ai 30 ans de carrière, je n'ai jamais vu une telle opportunité. Et j'ai vu toutes les nouvelles technologies arriver. Donc pour moi, c'est une chance pour vous, enseignants, mais pour vous aussi, étudiants, et puis toutes les personnes de la société civile, de s'emparer du sujet, pas d'en faire une techno pour une techno, mais de repenser quelque part les services, les usages.
Et je suis sûr qu'on pourra avoir un avenir bien meilleur si aujourd'hui on tire profit de ce que c'est presque cette opportunité nous apporte. Merci. Merci à vous surtout. Des questions sur la droite? Oui, allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Levez bien la main pour que Christophe vous voie. Voilà. Bonsoir. Je vous remercie pour la conférence. En fait, j'ai une question simple, en quelques mots. En fait, pour nous, les étudiants en anglais, espagnol, en traduction, quel sera l'avenir, en fait? Est-ce que ça sera quelque chose qu'on continue à étudier ou pas? Oh. Pardon, hein. Je suis direct, pardon. Alors, vous êtes étudiante, c'est ça? Oui. Ok. Oui. Et j'ai pas compris juste le début de la phrase parce que c'était... Est-ce que ça vaut la peine de continuer à étudier les évidemment. langues ou pas? Pourquoi? Mais évidemment. Pourquoi? Alors, la manière sans doute d'apprendre sera plus la même, hein, parce que la connaissance est accessible. Mais il faut travailler son esprit critique, il faut... je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, justement, c'est fabuleux aujourd'hui, on peut avoir accès à tout. On peut avoir accès aux meilleurs experts à portée de main. Hein. Vous avez vu ce côté multi-GPT. Je discutais cet après-midi comment, aujourd'hui, pouvoir à côté de soi Léonard de Vinci, avec, je dis n'importe quoi, Flaubert, et on peut être à trois à discuter ensemble, et pas simplement avec mes 10 doigts, en parlant. Ben écoutez, ça c'était quelque chose de totalement impossible. Pour un étudiant qui doit plancher sur un sujet, quel qu'il soit, bah, excusez-moi, c'est extraordinaire aujourd'hui de pouvoir faire ce genre de choses. Vous voyez? Donc c'est à vous, vous pouvez avoir les meilleurs coachs du monde, au-delà de vos profs, qui sont déjà les meilleurs à l'UNC, mais aller chercher, vous voyez, des personnes et dialoguer avec elles. Vous vous rendez compte, ça c'était impossible de mon temps. Moi j'aurais rêvé pouvoir faire ça. Attendez, qui c'est qui parle? Et il n'y a pas de micro là. Qui c'est qui parle? Ah, ouais. C'est le métier. Ben, les métiers... Ben, il est clair que ça va impacter tous les métiers. Alors en particulier les métiers col blanc. Hein, vous savez que jusqu'à présent, ce sont quand même les cols bleus qui ont subi toutes les optimisations, les gains de productivité, etc. Là, c'est les cols blancs qui vont être aussi touchés s'ils ne se remettent pas aussi en question. Mais quel que soit le métier, aujourd'hui, il faut le penser, boosté par ces outils qui vont vous permettre, si vous êtes dans l'écologie, si vous êtes dans l'histoire, si vous êtes dans les langues, c'est sûr que la logique de traduction, ce genre de choses, va être peut-être moins recherchée parce que ces outils vont permettre de le faire. Mais on arrive aujourd'hui, grâce à ces outils, des langues vernaculaires, c'est-à-dire où il n'y a pas de dictionnaire, où il n'y a pas de règles. Eh bien, on arrive aujourd'hui à les modéliser. Et donc, à pouvoir les traduire dans plein de langues et peut-être apprendre d'elles. Donc, si vous voulez, il y a tout un champ aujourd'hui qui s'ouvre, qui pour moi est fabuleux. Bon, je fais partir plein de monde. Hein. Oui. Non, mais il est un peu tard, donc on va prendre une ou deux dernières questions et puis ensuite on va libérer notre conférencier. Bon, bonsoir. Hop, c'est là. Oui, pardon. Bonsoir. Bonsoir. Moi, ça serait pour savoir dans combien de temps on va pouvoir disposer de jeunes et de moins jeunes mais qui seront formés à ces nouvelles technologies pour qu'on puisse les intégrer dans nos organisations et nous accompagner, puisque nous, on est des experts dans notre domaine, mais pas dans ce domaine. Et dans combien de temps on va pouvoir avoir ce support technique qui va nous permettre de moderniser nos processus, en fait? Alors, la semaine prochaine, j'interviens dans les étudiants, donc la semaine d'après. Non, je rigole, mais en fait, c'est pas si technique que ça. Très honnêtement, ce sont des technos, c'est ça qui est extraordinaire, qu'on a démocratisé. Des technos qui avant coûtaient très cher, qui demandaient des spécialistes de haut vol, c'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, moi je vois des gens qui, font des formations, ils ont des études de kiné, en une semaine, ils sont capables de connaître
allez, pas tout le détail de comment ça fonctionne, mais de former des gens au prompt engineering. Ça demande plus aujourd'hui comment dirais-je, un bagage important. C'est vraiment à portée de main. Et en fait, quelle est la valeur ajoutée? C'est pas tant la techno, même si la techno sous-jacente est compliquée. C'est pas ça qu'on vous demande d'inventer. Ce qu'on vous demande, c'est de penser les nouveaux usages. Et je suis sûr que dans votre métier, si on discute 10 minutes, 20 minutes ensemble, on va voir des choses qui potentiellement peuvent vous simplifier la vie, vous rendre plus efficace, voire pourquoi pas créer des startups aussi. Là, aujourd'hui, il y a un champ des possibles qui est phénoménal, qui s'ouvre devant nous. Et n'oubliez pas que le gouvernement français a vraiment misé, il vient de comprendre quand même là, ce qui est en train de se passer. Il y a des IA Booster 2030, il y a aussi des subventions, de l'argent à aller chercher, quoi. Donc moi, pour les jeunes, évidemment, je les pousse, quelle que soit la discipline qu'ils ont, à s'intéresser à ça. C'est la bureautique d'il y a 20 ans. Bonsoir. C'est bien, il n'y a plus de questions. Si, non? Bonsoir. Ah si, quand même. Allez. Tout d'abord, merci pour la conférence. Et je m'interrogeais quant à la responsabilité, qu'elle soit positive ou négative, de l'IA. Donc, négative dans le contexte du suicide du Belge et positive, par exemple, si l'IA est à l'origine d'une croissance dans une entreprise ou quelque chose comme ça. Merci. Ah oui, c'est pas la question la plus simple. J'espère que c'est pas la dernière. Non, alors aujourd'hui, il y a l'IA Act, l'Europe qui essaie de clairement de donner les responsabilités à celui qui fournit le service. Donc on voit bien que là, en l'occurrence, une IA qui dégénère, qui conseille le suicide, elle est responsable. On ne peut pas tolérer ça. Si vous voulez, on ne peut pas tolérer qu'une machine arrive à ce type de proposition. Donc là, c'est la responsabilité directe du fournisseur. Tant mieux. Si par contre, vous-même, vous inventez quelque chose, c'est vous qui allez en tirer les bénéfices, parce que vous allez inventer un usage intelligent. Vous allez peut-être pas payer un abonnement, mais finalement, c'est votre usage. C'est normal que ça vous revient. Donc voilà pourquoi il va y avoir de nombreux entrepreneurs qui vont émerger avec l'arrivée de ces technos. Et on va prendre une dernière question, puis on va libérer notre conférencier, puisqu'il est bientôt 20h. Alors, il y en a deux, allez. Bon, on peut en prendre deux. Allez. Allez. Non, mais d'abord, c'est... Voilà, monsieur. Oui, bonsoir. Est-ce que, en termes de... Je pense notamment aux artistes, à toute la création artistique, c'est un pan qui va certainement être amené à évoluer, soit à disparaître. Est-ce qu'on a prévu une rémunération éventuelle pour des personnes qui seraient amenées à disparaître ou des professions qui seraient amenées à être très malmenées? Alors, pas à ma connaissance. On n'a pas aujourd'hui de plan de transformation, parce que je crois qu'on n'a pas encore pris véritablement la mesure de l'impact que ça va avoir sur la société. Donc il n'y en a pas aujourd'hui à ma connaissance. Mais je pense que les artistes ne vont pas disparaître. Au contraire, parce qu'on va libérer beaucoup de temps. Et je pense que pour la première fois, là, je prends rendez-vous avec vous dans 10 ans, vous allez voir que si on utilise ces technos, c'est un peu ce que la révolution industrielle nous a apporté. On va réussir à travailler mieux en travaillant beaucoup moins, en fait. Et ça, je fais le pari devant vous. Donc, la création de valeur ajoutée, elle va être réelle. On l'attend, on l'attend depuis longtemps, la révolution informationnelle et servicielle. Les gains de productivité ne sont pas terribles. Mais alors là, tout est là pour booster nos organisations, publiques et privées. Alors, on va terminer par un étudiant. Je suis pas étudiant, mais c'est pas grave. Je vais faire comme si j'étais un étudiant. Alors moi, je trouve que votre présentation est très bien. Je suis ingénieur réseau à la base et je veux que vous continuez là-dedans parce qu'à chaque fois que vous présentez des choses comme ça, ma valeur sur le marché augmente. Parce que vous avez besoin des gens comme nous. Ah oui. Par contre, effectivement, on est en Nouvelle-Calédonie, on parle du réchauffement climatique. Alors je fais juste une parenthèse, je travaille pour l'IRD, donc j'en profite un peu de prêcher la bonne parole. Bel organe. J'ai lu un article, pas plus tard que la semaine dernière, qui disait que ChatGPT, par jour, consommait la quantité d'électricité pour 17 000 foyers. Où est-ce qu'on va aller en fin de compte avec ça?
ne suis pas le mieux placé pour en parler. Il est clair qu'aujourd'hui, pour entraîner un modèle LLM, il faut savoir que c'est déjà, en termes électriques, une demi-tranche de centrale nucléaire pendant une journée. Donc déjà, c'est phénoménal. Et après, il est clair que la consommation à la fois électrique et puis aussi d'eau, elle est très importante. On espère que l'IA générative va aussi nous aider à optimiser, que ce soit l'utilisation de l'eau et de l'énergie, mais c'est sûr que pour le moment, la proportion d'ailleurs, elle augmente tous les jours, c'est certain. On ne peut pas terminer par une question plus sympa quand même. Eh bien, merci. Merci. Merci beaucoup. Donc, merci à toutes et à tous. Et puis, je vous encourage à consulter régulièrement le site de l'UNC, vous inscrire éventuellement à notre newsletter, parce que comme ça, vous aurez les infos sur ce genre de conférences qu'on accueille régulièrement tout au long de l'année. Encore merci à notre conférencier et merci au public. Merci à vous. Bonne soirée.